Bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue pour ce webinaire Total. Je suis en compagnie de Patrick de la Chavardière, directeur financier du groupe. Bonsoir Patrick de la Chavardière. Bonsoir. Ensemble, nous allons passer plus de 40 minutes d'échange consacrés à Total, bien sûr, autour de 3 grands thèmes. Un premier thème sur le retour des chiffres 2017. Ensuite, nous aurons des indications sur les perspectives à court et moyen terme et les défis qui attendent le groupe, prix du brut, diversification, transition énergétique. Puis nous terminerons sur un focus spécifique sur la politique actionnariale de la Major. On sait que c'est un point particulièrement apprécié par les investisseurs individuels. Bien sûr, nous répondrons au sein de chaque partie aux questions que vous avez pu poser lorsque vous êtes inscrit et nous terminerons par une session de questions-réponses en direct avec Patrick de la Chavardière. Vous pouvez d'ailleurs les poser dès maintenant. C'est parti pour ce webinaire et on commence tout de suite par un retour sur les chiffres 2017 de Total. Alors, ces chiffres 2017 de Total, ils ont été publiés le 8 février dernier. On peut notamment dire que le résultat net ajusté a grimpé quand même de 28% à 10,6 milliards de dollars. On peut dire aussi, sans prétention, que c'est plutôt une bonne année pour Total. Patrick de la Chavardière, quels sont, selon vous, les points saillants qui méritent d'être particulièrement mis en avant sur cette publication 2017 ? Alors, merci de saluer nos résultats. Il est clair que l'année 2017 est une très bonne année. Que notre division exploration-production a su capter la croissance des prix du brut très nettement. La sensibilité au prix du brut s'est accrue et nous avons su, par nos projets, par nos réductions de coûts, par nos croissances de production, accroître nos résultats très sensiblement. Et puis j'insisterai surtout sur le retournement de situation, je dirais, entre 2017 et les 2 années qui précèdent, où notre cash flow après investissement, c'est-à-dire ce qui nous reste pour payer le dividende et faire du retour à l'actionnaire, ont été complètement inversés, où on est passé d'une situation où on était en cash flow net après investissement négatif à un niveau très nettement positif qui assure une pérennité à notre dividende. Alors, justement, performance impressionnante. Quels éléments expliquent concrètement cette performance ? Alors tout d'abord, dans l'exploration-production, c'est la croissance des productions. Croissance que nous avions annoncée, que nous avons délivrée, avec près de 5% de croissance en 2017. Nous prévoyons une croissance encore plus forte cette année 2018, à 6%. C'est en franglais, malheureusement je n'ai pas d'autres termes, c'est un driver important du succès de nos producteurs, parce que la croissance de production, c'est le principal indicateur opérationnel qui est suivi par les marchés. Et nous avons un taux de croissance, en règle générale, supérieur à nos grands concurrents. Et vous avez eu aussi des démarrages de projets nombreux durant cette année 2017. On a eu de nombreux démarrages qui expliquent bien évidemment la croissance de ces productions. Mais au-delà de ça, il y a tout le travail de fond qui est mené sur tous nos projets pour maintenir, amoindrir les déclins des champs qui sont un peu plus matures. Bien évidemment, il y a les démarrages de nouveaux projets. Et donc, je crois que les équipes de l'exploration-production sont assez fiers des résultats obtenus cette année 2017, cette année 2018, en tout cas en début d'année. Et par le passé même, 2016 était une très bonne année aussi. Donc bon travail sur la croissance de la production. Et puis de l'autre côté, une bonne, voire une très bonne maîtrise des coûts. Total affiche, je crois, des coûts de production parmi les plus bas des majors. Alors, c'est la marque de fabrique de l'exploration-production et de Total. On avait en France pas de pétrole, mais on avait des bons ingénieurs et tout ce travail de fond que j'explicitais tout à l'heure permet à Total d'être celui qui a les coûts de production normé, donc c'est pas, chacun ne mesure pas ses coûts comme il l'entend, c'est une norme IFRS, de norme comptable, qui calcule les coûts opératoires, où on a franchement d'excellents résultats, puisqu'on est à 5,5 $ par baril équivalent, on est les plus bas et de loin.
Donc mieux que Chevron, BP, Texaco. Tout ça c'est derrière. Ouais. Tout ça, c'est derrière. Alors, on a aussi une politique d'investissement extrêmement contrôlée, où chaque dollar est pesé. On a un objectif de CAPEX ou d'investissement de 14 milliards de dollars cette année. Et on cherche à bénéficier et à continuer de bénéficier de l'environnement pétrolier qui est favorable, à savoir que le coût des contracteurs et des services pétroliers est plus bas qu'il ne l'était il y a 3-4 ans, bien évidemment, avec la baisse des prix du brut. Mais au-delà de ça, nous avons nos propres efforts de réduction de coûts. Je crois aussi qu'on peut parler de la résilience un petit peu des activités aval qui se sont très bien comportées. Alors l'aval, c'est ce qui est peut-être le plus marquant dans la durée. On a vu dans les planches précédentes le renouveau de l'amont qui a su percevoir et attirer les marges vers lui. L'aval est depuis de nombreuses années une base solide de cash flow de l'ordre de 7 milliards de dollars par an. C'est un succès honnêtement qui nous est reconnu par tous nos grands concurrents et par tous les marchés. Et nous avons une rentabilité dans l'aval qui dépasse de loin. 30%, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous confirmez? Et je vous rappelle qu'il y a 15 ans, l'aval, c'était vraiment très difficile d'en sortir quelques résultats. Désormais, la restructuration de notre aval, la baisse des points morts de nos raffineries a amené des résultats absolument extraordinaires. Alors vous l'avez dit, on fait attention là où on investit chez Total, chaque dollar dépensé, mais on investit quand même. Il y a eu pas mal de projets en termes d'investissement, d'acquisition. Quelle est la stratégie Total dans ce domaine? Quelles sont les sociétés que vous regardez, qui vous intéressent, qui vont vous être utiles pour le développement de vos stratégies? Alors on aime bien investir dans les métiers que nous connaissons. Côté un peu Warren Buffett, Je ne connais pas bien Warren Buffett. Moi, on aime bien investir dans ce qu'on maîtrise bien. C'est pour ça que ça nous a amené à faire l'acquisition de Maersk Oil, qui était la filiale oil and gas du conglomérat Maersk danois. On a acheté en gros 1 milliard de barils pour un peu plus de 7 milliards de dollars. Dans des secteurs comme la mer du Nord, où nous avons une forte présence, une reconnaissance évidente de notre savoir-faire. Et donc, là, avec Maersk, on a élargi notre base sur des métiers offshore que nous connaissions. Donc ça, c'est déjà un gros morceau, mais il y en a eu d'autres. C'est un gros morceau. Il y en a eu d'autres. Un autre secteur où nous sommes assez forts, c'est le gaz naturel liquéfié. Que ce soit dans la liquéfaction ou dans la regazéification. Et à ce titre, nous étions fort intéressés par les actifs de Engie que nous avons acquis. L'opération n'est pas encore totalement finalisée, elle le sera, je pense, à la fin du semestre. Mais c'est un point important qui va faire de nous le deuxième acteur mondial de GNL avec 10% de part de marché, ce qui est dans ce métier-là important parce que la taille importe pour avoir une présence mondiale. Et je crois que donc le marché du GNL, c'est 5% de croissance, c'est ça, par an jusqu'en 2025. Oui, encore plus marquant, c'est que l'an dernier, la croissance était de 10% et en 2016, la croissance était que de 7%. Donc on a des très forts taux de croissance qui, bien évidemment, nous attirent parce que c'est dans notre métier. Et puis s'il y a de la croissance, on va pouvoir l'accompagner, vendre plus de GNL, construire nos projets et se développer. On parle peut-être aussi en 2 mots de votre prise de participation dans RN Renewable Energy? Oui, tout à fait. On a trouvé dans RN des gens qui ont démontré leur savoir-faire dans le développement de fermes solaires ou de fermes éoliennes. Et on a trouvé que d'avoir chez nous cette compétence, même si on n'a pas pris la totalité de la participation, mais d'avoir cette compétence au plus haut niveau au sein du groupe était important.
plutôt que de découvrir pas à pas ce qui se passait. On a fait un saut important dans notre savoir-faire. Donc des acquisitions de compétences avec cette prise de participation. Oui, avec une volonté forte de se développer dans ces secteurs-là, et on a un peu accéléré notre développement. Il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose quand même, Patrick Lachevardière, parce qu'on voit, Total ne se repose pas sur ses lauriers, investit, et puis dans le même temps, vous arrivez quand même à réduire votre endettement. Alors comment vous réussissez ce tour de force? Ça, c'est mon boulot, ça. Oui, justement. On contrôle énormément nos investissements. C'est-à-dire par là que le niveau de 14 milliards de dollars que je citais tout à l'heure, il est raisonnable eu égard à la taille de Total. Deuxièmement, on fait extrêmement attention à nos coûts. On a des objectifs de coûts de 4 voire 5 milliards de dollars de réduction de coûts. Tout ça fait une alchimie où le cash flow du groupe, qui est alloué d'abord aux investissements, mais il en reste après suffisamment pour, certes, verser le dividende, mais aussi désendetter. Et avoir un ratio d'endettement faible, c'est important pour asseoir le groupe, lui donner la puissance dont il a besoin, lui donner de la flexibilité si des opportunités arrivent ici ou là. Et c'est un sujet important qui a été reconnu comme important par le conseil d'administration et j'en suis fort heureux. Bon, avant de passer à la seconde partie, on a déjà des questions d'internautes qui tombent, notamment une question qui revient souvent, vous allez me dire, je ne suis pas Madame Irma, mais de Christophe G qui nous dit « À quel cours voyez-vous le cours du brut d'ici fin 2018 ?» Beaucoup de gens nous demandent aussi qu'est-ce qui compose le prix du pétrole à l'heure actuelle? Alors, je vais répondre de manière brutale. Bien évidemment, je regarde le cours du brut tous les jours. Et aujourd'hui, il était autour de 72. Ça doit vous faire plaisir, ça? Oui, oui. Pas mal. On ne va pas se plaindre. Mais je vais vous dire, dans un métier où je ne maîtrise pas le prix de ce que je vends, ce qui m'importe, c'est la maîtrise de mes coûts, ce sur quoi j'ai une véritable action. Donc, le prix du brut, certes, m'importe, mais qu'est-ce que j'en fais? Nous continuons, malgré un prix du brut qui a dépassé les 60, nous continuons à être extrêmement disciplinés et à étudier nos projets dans un scénario à 50 $ le baril et pas à 70. Parce que si vous commencez à dériver sur ces sujets-là, vous faites des bêtises en termes d'investissement qui deviendront non rentables. Alors, vous aviez une deuxième question, c'est quels sont les paramètres influents sur le prix du pétrole aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Il y a bien évidemment quelque chose qui est reconnu, c'est la production de ce qui est appelé les shale oil aux États-Unis. Gaz de schiste. Les gaz de schiste. Enfin, c'est pas du gaz, c'est les huiles. C'est des huiles, du pétrole de schiste en fait. Des pétroles de schiste qui accroît nettement la production des États-Unis et a eu tendance un peu à déséquilibrer le marché. C'est pour ça que, deuxième composante sur les prix, l'OPEP, en partenariat avec la Russie, a joué son rôle de régulateur et a baissé les productions de son secteur de contrôle. Et vous avez ces deux paramètres-là qui se balancent. Alors, il y a un critère qui est particulièrement suivi par les marchés. Il y a bien évidemment la dimension géopolitique. Quand il y a des tensions entre, par exemple, les États-Unis et la Russie, comme récemment, eh ben, ça tire le brut un peu à la hausse. C'est une des raisons qui a amené le brut ces 2 derniers jours à croître sensiblement. Vous avez un autre critère qui est vraiment important à suivre, c'est le niveau des stocks de brut dans le monde. Et en particulier, est suivi le niveau des stocks de brut aux États-Unis. Quand les stocks de brut ont tendance à baisser, on se dit que le marché se rééquilibre. Alors, les stocks sont encore élevés, mais la tendance va vers ce rééquilibrage, ce qui explique un peu, par une légère baisse des stocks, ce qui explique un peu la remontée des prix du brut. À laquelle on est en train d'assister en ce moment. Alors très récemment, c'est plutôt des éléments géopolitiques qui ont poussé le prix du brut à la hausse. D'accord. Je pense.
Merci. On va tout de suite maintenant aborder une deuxième partie sur les perspectives de Total à court et moyen terme. Alors, Patrick Lachavardière, après ce petit coup de rétroviseur sur les résultats 2017, on va maintenant se projeter dans l'avenir. J'ai envie de vous demander quels vont être les grands axes de la stratégie de Total dans les années à venir. Est-ce que c'est un peu toujours cette même philosophie de maîtrise des coûts, d'investissement rationnel, de croissance de la production? C'est ça? On ne change pas une formule qui gagne? Là, vous avez traité du secteur amont. Oui. Et il est exact que dans l'amont, nous allons continuer à croître nos productions, contrôler nos investissements et contrôler nos coûts opératoires et développer de nouveaux projets rentables grâce à nos compétences. Premier, et on n'est pas à l'abri non plus d'avoir ici ou là, on l'a dit, des opportunités. Alors à 72 $ le baril, je pense qu'il y en aura moins, mais des opportunités de croissance externe comme on a eu avec Maersk. Vous avez ensuite l'aval, dont vous avez vu qu'il était important, qu'il générait 7 milliards de dollars de cash à l'entreprise. Dans l'aval, nous n'avons pas l'intention de nous développer ou de développer au-delà de ce qui existe aujourd'hui de nouvelles capacités de raffinage, parce qu'on pense que le monde est en surcapacité. A contrario, dans la pétrochimie, et on vient d'annoncer un projet en Arabie Saoudite, dans la pétrochimie, nous sommes tout à fait ouverts et désireux de développer des nouvelles capacités. On vient de l'annoncer en Arabie Saoudite, on l'avait annoncé il y a quelques mois aux États-Unis, tout ça dans un but d'être un pétrochimiste de grand standing. Et puis, je n'oublie pas les énergies renouvelables, où nous avons une volonté de croître à notre rythme, à un rythme où on protège la rentabilité. Le tout, on en a parlé avec RN, épaulé peut-être par des équipes de RN, et certainement d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi j'ai dit peut-être, mais certainement par les équipes de RN. Alors là, vous nous avez dressé un portrait un petit peu global de votre stratégie. Si on rentre maintenant peut-être dans le détail, quel levier allez-vous actionner concrètement? Et si, tiens, on commençait justement par l'amont. Alors, l'amont, il y a une kyrielle de projets. Bon. Vous avez le Moyen-Orient avec les signatures dans les nouvelles concessions d'Abu Dhabi, ADMA, ADCO, ADMA étant la dernière que nous ayons signée. Vous avez le Qatar où nous avons signé le contrat d'Al-Shaheen l'an dernier. Tout ça amenant et faisant ce qui a toujours été historiquement le cas du Moyen-Orient, un berceau de Total, et avec des fortes productions. Deuxièmement, la mer du Nord, qui est un de nos points forts. J'en ai mentionné tout à l'heure l'existence de ce point en parlant de Maersk. Vous avez ensuite l'Afrique, qui est le berceau historique de Elf, je ne sais pas si vous savez, mais la Total d'aujourd'hui, c'est la combinaison de l'ancienne Elf et de l'ancienne Total, plus maintenant avec la partie arrivant de Maersk. Et nous avons en Afrique, dans ce berceau-là historique du groupe, des démarrages importants sur des champs tels que Moho Nord, ou Egina, ou Kaombo. Un petit mot peut-être sur l'offshore profond quand même, avec ce contrat avec Petrobras qu'il faut sans doute mentionner. Bien sûr, l'offshore profond est l'une des compétences importantes du groupe avec le GNL. Et nous avons signé une alliance stratégique. Ce n'est pas simplement une entrée dans un bloc ou deux. Il y a vraiment une coopération importante entre les deux sociétés, les deux entreprises. Petrobras a des compétences fortes aussi en deep offshore, ou offshore profond, suivant qu'on est français ou anglais. Et nous les accompagnons dans différents projets, comme par exemple Libra, où nous venons de sanctionner le premier FPSO qu'on appelle, vous avez une photo derrière moi, c'est pas celui-là, mais ça ressemble à ça. Bon, ça c'est l'amont. Si on passe maintenant sur la pétrochimie que vous avez évoquée au début de votre intervention.
Moi, j'aime bien la pétrochimie parce que... C'est peut-être pas comme ça qu'on connaît plus Total d'ailleurs. Non, parce que historiquement, nous avions une présence, mais qui était diluée. Mais les gens ont oublié que le marché financier n'a pas oublié ça, hein, mais que nous avions des positions importantes en Corée, au Qatar. Un chiffre sur la Corée pour vous donner la taille un peu de ses actifs. Nous avons 50% d'une entité qui est à Disan. Ces 50% rapportent 500 millions de dollars de résultats opérationnels nets par an. Rien que ça. Et au Qatar, avec deux entités qui s'appellent Capco et Catofin, nous avons des expositions remarquables. Nous avons par ailleurs la volonté de se développer. J'ai cité le projet aux États-Unis qui est lancé avec Borealis. Nous venons de signer un accord avec l'Arabie Saoudite, Saudi Aramco, pour créer un aval pétrochimique à la raffinerie que nous avons avec eux qui s'appelle Satorp. Voilà principalement les projets nouveaux que nous avons et le petit rappel de quand même cette présence historique qui fait de nous un pétrochimiste avec qui il faut compter. Très bien. On va parler aussi peut-être d'un atout plus discret, mais pas moins important, c'est aussi la belle croissance en ce moment de l'activité marketing et services chez Total. Alors moi j'aime bien le marketing et services. J'allais dire parce que j'y comprends rien, mais c'est un métier magnifique, difficile. C'est un art en fait. Hein. C'est beaucoup moins rationnel qu'on ne le voit dans les métiers d'ingénieur, de raffineur ou de producteur. Mais c'est un métier où il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de respect du client et qui est en croissance continue de 100 millions de dollars par an tous les ans, plus 100 millions de dollars par an tous les ans. Moi, ça me ravit. Quel que soit le cycle, ça continue à monter. Oui, c'est indépendant du cycle. Alors, il est vrai que quand les prix du brut étaient très élevés, la croissance de la demande était un peu impactée. Mais en ce moment, ça fait du plus 100 millions comme une horloge. Bon, alors un thème aussi qui a beaucoup intéressé les gens qui nous regardent. On voit que Total a commencé à avancer ses pions avec différentes acquisitions ciblées dans les énergies renouvelables. On peut parler de SunPower, on peut parler de Saft, on pourrait parler de Greenflex. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus cette stratégie, cette diversification dans laquelle Total est sans doute l'une des majeures les plus avancées? Il y a des questions qui sont tombées quand les gens sont inscrits. Il y avait notamment Amaury qui se demandait où en était l'investissement sur les énergies renouvelables. Sébastien qui voudrait en savoir un peu plus sur vos intentions dans le solaire. Ou carrément Claude qui lui demande des précisions sur les axes de diversification de Total pour les 15 prochaines années. Vous voyez, il voit loin les actionnaires de Total. On va peut-être pas aller aussi loin, mais Total, comment Total prépare cette grande mutation énergétique qui s'annonce? Alors, elle prépare ces mutations à son rythme. À savoir que nous avons fait l'acquisition il y a quelques années de SunPower aux États-Unis, qui est un fabricant de panneaux solaires de très haute qualité, qui maintenant distribue ses panneaux solaires aux États-Unis. Et SunPower est un des tout premiers distributeurs de panneaux solaires aux États-Unis, sur les toits, sur le toit des supermarchés, sur le toit des maisons, etc. Avec RN, nous dupliquons notre savoir-faire à développer des fermes solaires ou éoliennes. Éoliennes, nous n'en faisions pas par le passé. RN nous amène ce savoir-faire. Solaire, on en faisait par le passé. Et on va continuer à en faire avec RN, plus une entité interne que nous avons appelée Total Solar, qui va participer à ce développement. Mais on fait ça à notre rythme, en cherchant non seulement à développer l'activité, mais à protéger la rentabilité. Je crois que 20%, votre objectif pour l'accroissement des activités bas carbone, c'est censé représenter 20%, c'est ça, en 2035 de votre activité, de votre portefeuille en tout cas? C'est un objectif qui est peut-être ambitieux, mais au rythme où nous allons, on est prêt de le tenir. Attendez, Patrick Lachevardière, Total vend même de l'électricité aussi maintenant, on n'en a pas parlé, mais Total Spring C'est un super succès. Total Spring est une histoire magnifique. On a 400 000 clients aujourd'hui en France avec Total Spring, à qui on vend du gaz et de l'électricité. Et on n'était rien il y a un an en France. Impressionnant.
Que vous soyez actionnaire de Total ou que vous comptiez le devenir, restez avec nous puisque nous allons maintenant aborder dans cette dernière partie la politique actionnariale du groupe, évolution du dividende, rachat d'actions, rendement. Vous allez tout savoir, restez avec nous. Commençons, si vous voulez bien, Patrick Lachevardière, avec le dividende. Le dividende de Total, une marque de fabrique, un constat. Total, c'est un dividende qui est stable ou en hausse depuis plus de 30 ans. Oui, tout à fait. C'est la marque de fabrique financière du groupe. Le dividende, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec les cash flows et le retournement qu'on a vécu en 2017, il est assuré. C'est pour ça que le conseil d'administration, considérant les progrès faits d'un point de vue industriel par l'entreprise, s'est engagé à augmenter ce dividende de 10% sur 3 ans. Nous sommes les seuls à donner autant de perspectives de croissance du dividende sur période longue. Vous voyez des gens qui vous disent « j'augmente le dividende de 2% cette année ». Pas autant de visibilité. Ouais. Sans autant de visibilité. Tout ça, on peut le faire parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a le sous-jacent industriel, la croissance des productions, la maîtrise des coûts, la maîtrise des investissements qui est derrière et qui assure ce cash flow disponible pour le dividende et peut-être même plus avec les rachats d'actions. Alors, on va y revenir. On peut quand même aussi mentionner le chiffre. Total, c'est aussi un rendement de 5,5% en moyenne par an depuis 10 ans. C'est bien mieux que le livret A. Il faut mieux acheter des actions Total. Mais il n'y a pas de doute. Non, mais il n'y a aucun doute. Je peux vous dire que quand mon père me demandait, il y a une dizaine d'années, comment il pouvait, en tant que retraité, se générer des revenus complémentaires, il y avait une réponse évidente. C'était Total. Par ailleurs, nous avons décidé donc une allocation de nos cash flows importante. Avec un séquençage. C'est ça, 4 axes stratégiques sur l'allocation de ce free cash flow. Oui, et elles sont dans l'ordre sur la planche. Premièrement, les investissements pour défendre notre capacité industrielle et la développer. Deuxièmement, 15 à 17 milliards par an. Y compris 2 milliards d'acquisitions. D'accord. Net. Ensuite, vous avez... Deuxième priorité, le dividende, avec cette croissance de 10% dont on a parlé sur 3 ans. De 2018 à 2020. À 2020, ceci indépendamment des prix du brut. C'est assuré. C'est assuré. Et sans dilution. Alors, et sans dilution, vous avez raison, parce que nous offrons encore la possibilité de recevoir le dividende en actions pour ceux qui seraient intéressés, et nous rachetons sur le marché les actions émises au titre de ce qu'on appelle le scrip dividende, le dividende en action. Donc il n'y a pas de dilution au titre de ce dividende en action. Et puis il y a un troisième axe, c'est la protection du bilan, sur lequel... Ça c'est votre boulot, vous allez me dire? Oui, c'est mon boulot, mais c'est aussi le support du conseil d'administration, et c'est la demande du conseil d'administration, que de défendre ce bilan avec un ratio d'endettement inférieur à 20%, et de protéger ce qu'on appelle le rating du groupe dans les grandes agences de notation en catégorie A. Tout ça, c'est important parce que ça démontre la solidité financière du groupe et ça pose Total comme un acteur important vis-à-vis des pays hôtes. On a non seulement le savoir-faire technique, mais on a aussi le savoir-faire financier. Et donc, on va arriver à la partie qui intéresse peut-être les actionnaires individuels, ce quatrième grande allocation du cash flow. C'est le rachat d'actions. Ça fait depuis quelque temps que le marché, les grands investisseurs, nos grands actionnaires nous disent qu'allez-vous faire de votre cash quand vous en aurez trop. Alors, d'abord, question qui agite souvent les investisseurs individuels. Ça. Oui, alors moi, c'est un problème de riche, cette histoire. Bien sûr. Alors, nous avons décidé, le conseil d'administration a décidé
d'un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars sur une période à définir, fonction du prix du brut. Il est évident que si le prix du brut revenait à refluer, ce qui n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais venait à refluer vers les 50, on reconsidérerait certainement l'objectif. Mais aujourd'hui, dans l'environnement pétrolier qu'on vit, ce programme de 5 milliards sera tenu et largement. Bon, là aussi sur la période 2018-2020. Oui, 2018-2020. Alors, si on revient précisément, plus particulièrement, je vais vous montrer parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens qui nous regardent, sur le dividende, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont il va évoluer sur les années à venir? On l'a déjà vu un petit peu. Mais... Alors, il va évoluer, je dirais, dans une croissance linéaire de 3,3% par an à peu près. En 2017, nous étions à 2,48 et il va croître jusqu'en 2020 à 2,72 € par action. C'est une croissance raisonnable qui apporte de la valeur à l'actionnaire, qui ne met pas en péril les équilibres financiers du groupe. Et le groupe est, je dirais, heureux d'avoir une assise telle qu'il puisse, comme ça, s'engager sur 3 ans. Et puis il est aussi payé trimestriellement, peut-être une particularité qu'on peut rappeler. Oui, alors c'est un peu une particularité que nous avons héritée des usages américains, parce qu'aux États-Unis... Qui est apprécié, ceci dit. Alors c'est appréciable, ça ne change pas le montant de la charge financière ou quoi que ce soit, mais ça donne une régularité de flux à nos actionnaires. Bon, on a terminé cette partie sur la politique actionnariale de Total. On va enchaîner tout de suite sur la séance de questions-réponses. Il y a de nombreux internautes qui nous regardent. Et puis, on est sur Boursorama. On va forcément parler un peu du cours de bourse de Total. Patrick Lachevardière, vous êtes soutenu par de nombreux analystes. On voit aussi que l'action Total, elle a plutôt mieux performé que ses grands concurrents sur la période récente. Et est-ce que vous estimez qu'elle est justement valorisée? Nous, on a un objectif de cours médian de 53 € qui est estimé par FactSet sur Boursorama. Et puis, je vous lis quand même un petit florilège de questions qu'on a reçues. Parce que les internautes, eux, ils sont un petit peu surpris. Bernard qui nous dit alors, pourquoi alors que beaucoup d'analystes prévoient un cours de bourse jusqu'à 60 €, l'action Total piétine entre 45 et 47 €. On a Marcel qui vous félicite pour la stratégie de long terme et qui se demande pourquoi, je cite, le titre se traîne en bourse. Philippe qui se demande s'il est utopique de retrouver un cours de 54 € ou davantage en 2018. Ou enfin François qui nous dit comment expliquer que le cours de l'action ne progresse plus alors que de nombreux clignotants sautent vert, on les a vus avec vous, de très bons résultats de la société par rapport à ses principaux concurrents. Un cours du Brent supérieur à 70 $. Il s'interroge sur le taux de change, il dit est-ce que c'est peut-être ça qui pénalise le titre? Il y a beaucoup de questions sur le cours de bourse. Oui, alors ces questions, on pourrait les retourner pour l'ensemble de l'industrie pétrolière, dans les faits. Oui, puisque vous en sortez mieux que vos concurrents. On s'en sort mieux que nos concurrents. Donc les questions qui me sont posées, elles sont posables à mes collègues de BP, de Shell, de Chevron, d'Exxon. Donc une sous-évaluation encore, on pourrait le dire, du secteur pétrolier dans son ensemble. Alors il y a une sous-évaluation du secteur qu'on peut peut-être encore expliquer par la volatilité des prix du brut. Je vous rappelle qu'en août 2017, quand nous avons signé l'accord Maersk, le prix du brut était à 45 $ le baril. Nous sommes aujourd'hui à 72. Ça fait des swings gigantesques. Je pense qu'il faut que le marché s'habitue à cette volatilité et voit un peu de permanence. Cette permanence, je vous l'ai un peu expliqué tout à l'heure, va venir peut-être de la baisse des stocks de brut qui va assainir le marché. Les stocks américains, ça peut. Mais je dirais... Il y a un autre commentaire qu'on peut faire. Ne soyez pas moutonniers, vous, actionnaires de Total. Vous avez le parachute d'un dividende à 5,5% de rendement. Il n'y en a pas beaucoup comme nous. Et donc, quel risque prenez-vous à vous positionner sur Total aujourd'hui avec un tel rendement ? D'autant plus que ça frémit, le prix du brut a l'air de monter et que les grands équilibres à terme du fait de la déficience d'investissement de l'industrie,
ces 3 ou 4 dernières années devrait amener à un problème de production. En 2020 peut-être. Hein. Dans ces eaux-là. Oui. Dans ces eaux-là. Je ne suis pas devin, moi non plus. Non. Et comme je vous l'ai dit, notre stratégie n'est pas basée sur des prévisions de prix du brut. Donc, je ne fais pas de prévision de prix du brut, mais il y a un certain nombre d'ingrédients qui font que, quand même, ça devrait arriver. Votre message, c'est que vous avez une action totale solide et en plus, vous avez l'attrait du rendement qui est pérenne sur les années à venir. Ben voilà. Ouais. Moi, je ne fais pas du rocket science et je fais des choses simples. Et pour tout vous dire, je mets tout en action totale. Je veux dire, je fais le contraire de ce que vous conseillez à vous vos clients. Pas. Peu. D'accord. Beaucoup de questions aussi. Évidemment, sur le véhicule électrique, le développement de la voiture électrique, on se dit si demain tout le monde roule en électrique, il n'y aura plus besoin de carburant. Il y a une question de Lucette qui dit, voilà, on annonce de toutes parts la baisse du coût des batteries, qui est pourtant un obstacle aujourd'hui justement au développement de la voiture électrique, la multiplication dans toutes les prochaines années des véhicules électriques. J'aime beaucoup la fin de sa question. Elle dit, quelles conséquences peut-on anticiper actuellement de ces perspectives rapprochées sur les activités et la rentabilité de notre société totale? Vous voyez, très attachée. Et une question aussi de Xavier qui sont effectivement, quelles sont les perspectives d'évolution de votre cœur de métier, à savoir le pétrole, du fait du développement des véhicules électriques? Pour être honnête, on a préparé une slide parce que cette question nous semblait intéressante et elle a été beaucoup posée effectivement. Okay. Ça vous fait peur la voiture électrique? Ça vous empêche de dormir, Patrick Lachevardière? Non, ça ne m'empêche pas de dormir et je suis content qu'il y en ait parce que c'est une solution à la pollution dans les villes. Et c'est incontestable ce fait-là. La percée du véhicule électrique, je n'en maîtrise pas la vitesse. À quelle vitesse va s'introduire le véhicule électrique, principalement urbain, je pense, dans un premier temps. Je n'en sais rien, mais je voudrais rappeler quelques chiffres, et vous avez à juste titre sorti cette planche. Les véhicules légers, parce qu'on parle des véhicules légers principalement, représentent 26% de la consommation de pétrole. Un gros quart. Un gros quart. Ouais. Tout le reste, le véhicule électrique, ça aura peu ou pas d'impact. Je veux dire, les avions, ils vont continuer à voler au kérosène. Par ailleurs, on peut imaginer, et on a sur notre site web une petite étude faite sur la percée du véhicule électrique et des impacts possibles sur nos productions. À 2040, nous, on voit la production du monde en brut pétrolier légèrement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Donc, au final, pas trop de... Parce qu'on a besoin de plus en plus de matières plastiques. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais nous, on nous demande des matières plastiques, on amène des matières plastiques. Vous avez la pétrochimie, le bâtiment, tout ça qui consomme. Alors, j'en suis sûr, ces hypothèses sont défendables ou pas défendables, on aime ou on n'aime pas, on préférerait que ça soit plus vert, etc. Je dirais que malheureusement peut-être pour la planète, dans ce que nous voyons aujourd'hui, la tendance est à la hausse de la consommation. 1,5% de croissance de hausse de la consommation l'an dernier. D'autant que la croissance économique est repartie. La croissance économique repart, donc ça tire la demande. Alors peut-être qu'on va voir avec la hausse des prix du brut une élasticité au prix qui va peut-être un peu rebalancer les cartes. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ne vois pas à court terme de signes. Bon. Alors c'est pour ça qu'on se projette un peu à plus long terme. Et dans cette analyse que nous avons faite et qui est présente sur le site, ouverte au public, en 2040, on voit une production égale ou supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Bon, ce sera peut-être notre dernière question pour cette émission. On en parlait au début, des tensions géopolitiques qui agitent en ce moment, notamment le Moyen-Orient. On sait aussi que Donald Trump a promis de revenir sur l'accord sur le nucléaire iranien. Ce sera le 12 mai, si je ne me trompe pas. Et c'est notamment une question de Jean-Claude qui nous demande où en est la stratégie de Total dans les champs gaziers de South Pars et surtout, qu'est-ce que vous allez faire si Donald Trump décide de remettre des sanctions sur l'Iran? Alors, la réponse est très simple. S'il y a sanctions, on ne pourra pas intervenir.
Ce que personnellement et globalement nous regretterons parce que nous avons un beau projet qui a pour objectif de fournir du gaz domestique à la population iranienne. Elle n'a pas pour objet d'exporter des productions et de créer de la devise pour le pays. Il est clair que si sanctions il y a, nous ne pourrons pas... Vous aviez demandé une exemption, je crois, en 1996. Alors, c'est la porte qui reste ouverte. Qui reste ouverte dans nos esprits, en tout cas, je ne sais pas dans les esprits américains, qui consisterait à demander une exemption. Et je ne veux pas préjuger de la décision du président des États-Unis sur le renouvellement ou pas de l'exemption le 12 mai. Nous, on ne fait pas de politique, on fait du business. Vous avez quelques atouts dans la manche quand même, parce que c'est un projet qui a été signé alors que les sanctions américaines étaient levées. Voilà, on a ce qu'on appelle le grandfathering, c'est-à-dire que nous avons mis le doigt dans l'engrenage avant qu'il y ait eu des rumeurs de sanctions. Voilà, et puis c'est aussi, je crois que c'est destiné au marché domestique. Voilà, c'est destiné au marché domestique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Bon. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Patrick de la Chevardière, d'avoir été avec nous ce soir. Ce webinaire est désormais terminé. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas répondu à toutes vos questions, il y a une équipe entièrement dédiée chez Total qui pourra le faire à l'adresse mail actionnaire@total.com ou au numéro vert 0800 039 039. Et puis l'émission est terminée, mais pas tout à fait pour vous. Prenez le temps de remplir un petit questionnaire de satisfaction qui nous permettra encore d'améliorer votre expérience pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, à très bientôt.